Au Moyen Âge, on se battait presque continuellement, des petites escarmouches entre seigneuries voisines, aux énormes batailles des croisades ou de la guerre de 100 ans. Quand nous imaginons un champ de bataille médiéval, nous voyons généralement de valeureux chevaliers, en armure brillante sur des chevaux, s'affrontant honorablement, épée contre épée. La réalité était cependant beaucoup plus crue et cruelle. Derrière la gloire d'une poignée de nobles se tenait une énorme masse de soldats et d'auxiliaires anonymes, qui accomplissaient le travail le plus sale et le plus dangereux. Ce sont précisément leurs histoires qui restent souvent négligées. Appelons les pires travaux sur le champ de bataille, ces tâches pas qui étaient les plus dangereuses, les plus sales et les moins gratifiantes, et pourtant nécessaires pour atteindre la victoire. Du haut Moyen Âge jusqu'à la fin du XVe siècle, la manière de faire la guerre changeait, mais la souffrance des gens simples sur les champs de bataille restait tout aussi impitoyable. Dans cette vidéo, vous apprendrez quels étaient les pires travaux sur un champ de bataille médiéval. Nous verrons avec quoi devait se débattre un fantassin ordinaire en première ligne. Par quoi passait un jeune page au service d'un chevalier, ou quel sort risqué avait le porteur d'étendard au milieu de la mêlée. Dans un moment, nous révélerons aussi les horreurs auxquelles faisaient la face les secouristes médiévaux, les chirurgiens de campagne tentant de sauver les blessés, ainsi que le travail ingrat de ceux qui, après la bataille, nettoyaient les dégâts et enterrèrent les morts. Préparez-vous pour un voyage dans le passé, qui révélera la face cachée des batailles chevaleresques dans toute leur dureté. Pour le soldat ordinaire du Moyen Âge, il n'y avait rien de romantique dans la guerre. La plupart des armées pauvres étaient endocomposées de fantassins, pauvres paysans ou bourgeois appelés aux armes, mercenaires cherchant leur subsistance, ou serfs contraints par leur maître. Sur le champ de bataille, ils se tenaient en première ligne et faisaient face à la mort sans aucun privilège. Tandis qu'un noble chevalier portait une armure de qualité et pouvait espérer que s'il tombait en captivité, une rançon l'attendait, et non la mort, le simple fantassin n'avait qu'une protection légère, souvent un pourpoint de cuir, un casque en métal bon marché ou même juste un bonnet, et dans la main, une lance, une pique ou une simple hachette. Quand il affrontait un chevalier monté en armure complète, il devait compter sur la supériorité numérique et la chance, sinon la force du cheval et le tranchant de l'épée le balayaient du terrain. Les chroniques historiques racontent que dans des batailles comme à Hastings, 1066, ou à Grunwald, 1410, mouraient des centaines voire des milliers de combattants ordinaires, dont les noms ne furent inscrits nulle part. Par exemple, selon les estimations de l'époque, périrent dans la bataille du champ Morave, 1278, environ 12 000 fantassins et combattants de rang inférieur, tandis que les destins des rois, Przemysl Otakar II et Rodolphe de Habsbourg entrèrent dans l'histoire. Pour le simple soldat, une telle bataille signifiait une énorme loterie. La plupart d'entre eux finissaient morts ou estropiés, sans que personne ne les pleure. La société médiévale considérait les pertes parmi les roturiers comme un tribut naturel de la guerre. Même leurs propres commandants méprisaient souvent les vies des fantassins. Un chroniqueur français a rapporté que dans la bataille de Crécy, 1346, la cavalerie française, par haine, chargea dans les rangs des arbalétriers génois engagés, qui se retiraient confus devant la pluie de flèches anglaises. Les chevaliers les massacrèrent, comme des lâches, parce qu'ils les gênaient dans leur attaque. Si peu valait la vie d'un simple soldat aux yeux des féodaux. Parfois, cependant, même les fantassins apparemment faibles connurent un triomphe surprenant. En 1315, à Morgarten par exemple, des paysans suisses dispersèrent l'armée des chevaliers habsbourgeois en les attirant dans un défilé montagneux et en les massacrant. Une telle victoire des roturiers sur l'élite était rare et payait du sang des gens simples. Être fantassin au premier rang d'une formation de bataille demandait un grand courage. Ou alors il n'y avait simplement pas d'échappatoire. Imaginons une troupe d'hommes nerveux avec des lances et des boucliers, debout dans un champ détrempé. Face à eux se range dans la boue la cavalerie lourde de l'ennemi. Le cœur bat de peur, certains se prient peut-être silencieusement.
Puis résonne le corps et de la brume surgissent des dizaines de chevaux. La terre tremble et les fantassins de première ligne savent que seuls les plus chanceux survivront au choc. S'ils parviennent à faire tomber le chevalier de son cheval, les attend encore un combat d'homme à homme, leurs armes légères contre son épée et son armure. Selon les témoignages de la bataille de Bannockburn, 13-14, les lanciers écossais dans une telle situation n'avaient qu'une seule chance, se serrer en formation compacte et espérer que la forêt de pointe arrêterait l'assaut écrasant. Beaucoup périrent néanmoins, et furent piétinés par les chevaux, ou tués avant qu'on ne parvienne à arrêter la cavalerie. Le pire pour le fantassin était le chaos et l'impuissance. Dans le rugissement assourdissant du combat, on ne pouvait souvent pas entendre les ordres ni les signaux. Autour tombaient des camarades blessés, le sang giclait des blessures, et la terre se transformait en patinoire glissante de boue et de sang. Celui qui trébuchait ou était touché, les compagnons d'armes ne pouvaient généralement pas le sauver. Ils devaient maintenir la formation contre l'ennemi. Les tout premiers à mourir sur le champ de bataille étaient justement ceux du premier rang. Si l'armée perdait et prenait la fuite, cela signifiait pour les fantassins un autre désastre. Les hommes lourds à cheval les poursuivaient, et les ennemis en déroute devenaient une cible facile. Beaucoup de soldats ordinaires furent ainsi tués après la bataille en fuyant. Les vainqueurs n'avaient aucune raison d'épargner la racaille ordinaire, contrairement aux prisonniers nobles. Un chroniqueur médiéval nota amèrement que « des rois ont fait des prisonniers honorés, des manants des tas de cadavres ». Le devoir habituel des soldats simples en dehors de la bataille elle-même était aussi l'entretien du camp. Ils devaient creuser des latrines provisoires et enfouir les déchets loin des tentes, porter de l'eau propre et du bois pour le feu, corvée pénible et ingrate, qui était cependant indispensable pour la survie de l'armée en campagne. Malgré cela, la saleté et les maladies se répandaient en souvent irrésistiblement. Lors de longues campagnes, beaucoup de fantassins succombaient à la dysenterie, à la faim ou au froid, avant qu'une arme ennemie ne les tue. Dans cette vidéo, cependant, nous ne verrons pas seulement de courageux fantassins affrontant une perte certaine. Un sort encore plus dur attendait ceux qui s'occupèrent des chevaliers sur le champ de bataille ou remplissaient des tâches spéciales. Dans un moment, nous examinerons le jeune page, l'aide du chevalier, et découvrirons pourquoi son rôle aussi appartenait aux plus ingrats et dangereux. Chaque chevalier célèbre avait à ses côtés son fidèle page, parfois aussi appelé écuyer ou porteur d'écu. Pour un fils de noble, c'était une honorable opportunité de vie. Il apprenait le métier guerrier directement auprès d'un combattant expérimenté et pouvait un jour obtenir lui-même le titre de chevalier. Seulement, le chemin vers la chevalerie commençait par un travail vraiment sale et des risques mortels. Le page était en effet quelque chose entre un domestique, un mécanicien et un secouriste de son maître. La journée du page commençait avant l'aube. Il devait préparer l'équipement au chevalier, y compris sceller le cheval et tout vérifier. Il passait des heures à polir et nettoyer l'armure. L'armure de fer ne devait pas rouiller ni avoir de sangles détachées. Il était souvent tout barbouillé d'huile, de suie et de saleté de bataille, parce qu'après chaque affrontement, il nettoyait l'armure du sang et de la boue. Il existe des témoignages qu'après de lourdes batailles, les pages restaient assis toute la nuit près des feux et frottèrent l'armure avec du sable et des chiffons, pour que le chevalier puisse la porter à nouveau le matin. Si le chevalier subissait une blessure au combat, le page l'aidait à la soigner. Il lavait les blessures au vin, les bandait avec du linge. Parfois, il devait même extraire des flèches ou des fragments d'armes des blessures, si aucun chirurgien n'était à portée de main. Le page avait aussi la charge des nobles chevaux de guerre. Tôt le matin, il les nourrissait et les abreuvait, nettoyait les écuries du fumier et le soir les étrillait. Travail qu'un fier chevalier ne ferait jamais lui-même. Après la bataille, le page devait vérifier les chevaux du chevalier, s'ils n'étaient pas blessés, nettoyer et soigner leurs éventuelles blessures. Si le destrier était mortellement blessé, c'était souvent le page qui devait achever l'animal bien aimé sur ordre du maître, pour qu'il ne souffre pas. Cela aussi,
était une tâche psychologiquement extrêmement difficile. Les tâches les plus dégoûtantes et les moins gratifiantes tombaient souvent précisément sur les pages. Les légendes sur les chevaliers omettent certes ces détails, mais nous pouvons deviner qui aidait par exemple le seigneur noble avec ses besoins physiques, quand il était cuirassé de la tête aux pieds. Détacher les sangles compliquées de l'armure ou tenir le pot de chambre, cela aussi pouvait échoir aux pages. Quand le chevalier était blessé ou épuisé, le page le conduisait hors du champ de bataille vers la sécurité, l'abreuvait d'eau ou de vin, et parfois devait même conduire le cheval à sa place, si le maître ne le pouvait pas lui-même. Et puis il y avait la fureur guerrière elle-même. Le page ne combattait généralement pas directement, mais se déplaçait dans le sillage immédiat du chevalier. Dans la bataille, il portait une lance de rechange, un bouclier ou une épée, pour pouvoir donner une nouvelle arme à son maître, quand l'original se brisait ou se perdait. Imaginons un jeune homme d'environ 17 ans, qui au milieu de la mêlée zigzague entre les combattants, désarmé ou seulement avec une dague, et tente de rejoindre son chevalier, qu'il appelle peut-être désespérément, ayant besoin d'une lance de rechange. La chance qu'un tel page reçoive une flèche perdue, ou soit renversé par un cheval, était énorme. Selon les chroniques de la bataille de Crécy, 1346, périrent avec de nombreux chevaliers aussi plus de 200 pages, qui se tinrent courageusement auprès de leur maître. Le roi français Jean II pleura même après une bataille la perte de son page personnel, plus que la mort de certains nobles, tant les chevaliers appréciaient leurs écuyers. Si le chevalier tombait de cheval au combat ou était blessé, le page accourait pour lui et tentait de le traîner en sécurité. Une telle mission de sauvetage au milieu d'une bataille en cours appartenait-il à ce qu'on peut imaginer de plus audacieux et risqué. Le page était souvent physiquement plus petit et plus faible que le chevalier en armure complète. Pourtant il devait par exemple le tirer de côté, tandis qu'autour sifflèrent les flèches et que les épées frappaient dans les boucliers. Beaucoup de pages périrent ainsi. Par exemple dans la bataille d'Azincourt, 1415, les archers anglais firent irruption parmi les chevaliers français, qui étaient enlisés dans la boue, et massacrèrent impitoyablement aussi leurs pages, qui tentaient de les défendre ou de les dégager. Pour un jeune homme qui vouait dévouement et force aux chevaliers, c'était une fin cruelle. Même quand le combat s'apaisait, le page n'était pas tiré d'affaire. L'attendait la corvée de soins aux armes et à l'armure avant la bataille suivante, les soins aux chevaux, et souvent aussi les soins au chevalier lui-même. Le courage et l'abnégation des pages étaient énormes, mais la gloire restait au chevalier. Le page pouvait espérer que s'il atteignait la vieillesse et faisait ses preuves, on l'adouberait chevalier. Beaucoup ne vécurent pas assez pour cela. Vous vous dites que ça ne pouvait pas être pire ? Le jeune page au moins vivait dans l'ombre de son maître, qui pouvait le protéger. Mais qu'en est-il de ceux qui, sur le champ de bataille, attiraient intentionnellement l'attention de tous les ennemis sur eux ? Dans un moment, nous nous concentrerons sur les hommes portant la bannière ou sonnant du corps au milieu de la bataille. Pour eux, c'était souvent littéralement un rôle suicidaire. Sur le champ de bataille médiéval, le combat ne se déroulait pas dans le chaos d'individus. Les commandants tentaient de diriger leurs unités par des signaux. À cela servaient les drapeaux, bannières et trompettes, ou tambours. La tâche des porte-étendards, porteurs de drapeaux, d'enseignes ou de bannières, et des musiciens, trompettistes, éventuellement tambours, était d'assurer que les soldats voient ou entendent, les ordres mêmes, au milieu de la mêlée. En même temps, les drapeaux étaient un symbole d'honneur. La perte de la bannière signifiait la honte et la décomposition de l'unité. Il n'est pas étonnant que porter un drapeau dans la bataille était un honneur, mais aussi un travail extraordinairement dangereux. Le porte-étendard devait porter une longue hampe avec un drapeau flottant du noble, roi ou ville donnée. Cette bannière était souvent aux couleurs vives, ornée d'armoiries. Bref, impossible à se manquer. Les ennemis savaient bien que quand le drapeau tombait à terre, l'armée perdait son orientation et le moral chutait. C'est pourquoi les porte-étendards étaient une cible prioritaire des tireurs et des soldats attaquants. Les chroniques médiévales ont enregistré plus d'une scène où on se battait littéralement pour le drapeau. Si le porteur tombait, immédiatement un autre
tentaient de le relever et de sauver l'étendard de la capture par l'ennemi. Le porteur de drapeau avait les mains pleines de la bannière et ne pouvait pas se défendre correctement. Il était souvent de plus désigné par un vêtement voyant. Par exemple, la bannière royale française, appelée oriflamme, était si importante qu'elle était portée directement par un chevalier choisi, et celui-ci à Crécy comme à Poitiers paya de sa vie, quand les combattants anglais se jetèrent autour de lui pour abattre la célèbre enseigne. Selon le chroniqueur Jean Froissart, les Français portèrent dans la bataille de Poitiers, 1356, cette bannière sacrée jusqu'au dernier moment. Mais finalement tomba aussi le dernier porte-étendard, et les Anglais s'emparèrent du drapeau. Non seulement les porte-étendards étaient en danger, aussi les trompettistes, joueurs de fifres ou tambours, qui donnaient les signaux d'attaque ou de retraite, se tenaient habituellement à un endroit visible auprès des commandants. Ils étaient relativement sans défense. Au lieu d'une arme, ils tenaient un instrument, et pourtant devaient faire face aux tirs ennemis. Dans certaines batailles, les parties adverses tentaient peut-être d'épargner les musiciens. Après tout, il s'agissait d'officiers de communication. Mais on ne pouvait pas s'y fier. Surtout à la fin du Moyen-Âge, quand les idéaux chevaleresques se relâchaient déjà, on attaquait aussi les porteurs de signaux sans pitié. Les jeunes garçons qui battaient la marche ou sonnaient du cor tombaient ainsi souvent avant que la bataille ne se termine. Un rôle similairement risqué avaient aussi les messagers et estafettes, courant avec des ordres sur le champ de bataille, soldats isolés, qui devaient zigzaguer dans le chaos de la mêlée pour transmettre le message des commandants. Plus d'une fois, un tel messager tombait avant d'avoir accompli sa tâche. Mais si les ordres se perdaient, cela pouvait signifier la catastrophe pour toute l'armée. Le porte-étendard ou le trompettiste portaient bien sur leurs épaules une énorme responsabilité. Au milieu de la confusion, ils devaient exécuter les ordres du commandant, par exemple donner le signal d'attaque, même quand leur propre unité s'effondrait sous l'assaut. Imaginons un porte-étendard, debout, dans le mélange de corps combattants, serrant convulsivement la hampe du drapeau. Autour de lui se dessinent les lames. Il sait qu'il ne doit pas reculer ni incliner la bannière, sinon ses compagnons perdraient de courage. Les ennemis tentent de le tuer ou au moins de trancher le drapeau. Un coup de lance le manque de peu, mais aussitôt arrive un coup de marteau. Le porte-étendard tombe à genoux, tenant toujours le drapeau. Ce n'est que quand il expire pour la dernière fois que l'étendard tombe. De telles scènes se déroulaient vraiment sur les champs de bataille médiévaux. Il existe même des histoires légendaires de porte-étendards qui sacrifièrent tout pour le drapeau. Par exemple, en 1485, dans la bataille de Bosworth, Richard III avait, paraît-il, un porte-étendard nommé Sir Percival Thirlwall, qui, même après que les hallebardiers ennemis lui eurent coupé les deux jambes, s'agenouilla et continua à tenir la bannière royale dressée, jusqu'à ce qu'il tombe mort. La perte de la bannière était considérée comme la honte suprême. Après les batailles, les vainqueurs exposaient souvent les étendards volés aux vaincus comme preuve du triomphe. Par exemple, après la bataille de Grunwald, 1410, des dizaines de drapeaux de l'ordre des chevaliers allemands furent publiquement portés en procession à Cracovie pour célébrer la victoire. Ces rôles étaient si dangereux que dans certaines armées, ils étaient tenus par des volontaires motivés par la gloire, ou au contraire des soldats simples, à qui restait le tour. Ils ne pouvaient compter sur une récompense ou la pitié de l'ennemi. Pourtant sans eux, le commandement des armées aurait perdu le contact avec les unités. Dans cette vidéo, nous ne sommes qu'à la moitié du champ de bataille d'horreur médiévale, et nous attendent encore des tâches plus terrifiantes. Imaginez que vous devez creuser des tunnels sous les remparts ennemis et prier pour qu'ils ne s'effondrent pas sur vous, ou que vous devez être le premier à grimper à l'échelle sur les remparts de la ville, d'où ils versent sur vous de l'huile bouillante. C'est précisément par ces tâches que les commandants chargèrent les soi-disant sapeurs et les groupes de choc lors des sièges, et c'est justement leur sort que nous allons maintenant examiner.
La guerre médiévale ne signifiait pas seulement des batailles ouvertes dans les champs. Souvent, on se battait près des châteaux et des villes fortifiées, qu'il fallait prendre ou défendre. Les sièges étaient une épreuve de patience. Mais parfois les commandants ordonnaient une attaque directe. Et alors entraient en jeu les travaux les plus risqués de tous, le travail des sapeurs, mercenaires sapant les remparts, et des membres des formations d'assaut, qui devaient remonter sur les remparts. L'attaque des remparts était littéralement un enfer. Les fortifications des villes médiévales étaient construites pour résister. Aux murs de pierre, fossés, tours, les attaquants tentèrent donc soit de percer la porte, soit d'escalader les remparts à l'aide d'échelles ou de tours de siège. Dans les deux cas, ils faisaient en face aux défenseurs, qui avaient la position avantageuse en haut. Les premiers hommes qui couraient avec le bélier vers la porte ou dressèrent des échelles contre les remparts étaient dans la pire situation. Les défenseurs les criblaient d'une pluie de flèches et de rochers. Des meurtrières volèrent les carreaux d'arbalètes, des tours ils jetaient des pierres. Dès que les attaquants approchaient une échelle et commençaient à grimper, les attendait en haut un accueil chaleureux. Les défenseurs les repoussaient avec des perches, leur tranchèrent les mains avec des épées, les arrosaient d'eau bouillante ou d'un mélange de pois et d'huile. Les chroniqueurs mentionnent des cas où la ville qui se défendait versait même du crénelage de l'huile liquide brûlante ou jetait des déchets pourris pour démoraliser les attaquants. Selon une vieille légende, les défenseurs du château de Sion au XVe siècle jetaient en pied sur les croisées même des ruches d'abeilles furieuses. C'est peut-être juste une légende, mais cela illustre le désespoir des défenseurs et la souffrance des attaquants. Le premier homme sur l'échelle était généralement condamné à mort. Si une flèche ne l'atteignait pas immédiatement, une pierre lui brisait la tête, ou les défenseurs le précipitaient en bas d'une hauteur de plusieurs mètres. Attaquer de cette manière exigeait un courage énorme. Pourtant, il s'agissait souvent de non-volontaires. Les commandants promettaient parfois un riche butin ou une promotion pour ceux qui se porteraient volontaires en première à l'attaque. Mais aux soldats expérimentés, il était clair que le soi-disant Forlorn Hope, c'est-à-dire l'avant-garde condamnée à de grandes pertes, était plutôt une mission suicide. C'est pourquoi ils envoyaient souvent en avant les hommes les moins appréciés, des condamnés à qui on avait promis le pardon, ou simplement les mercenaires les plus pauvres. Dans les vieilles annales, nous lisons des cas où l'armée attaquante poussait devant elle des civils captifs comme boucliers humains. Par exemple, lors du siège de Milan par l'empereur Frédéric Barberousse, XIIe siècle, ils utilisèrent, paraît-il, des paysans capturés pour combler le fossé et pouvoir approcher les tours. Le sort de ces malheureux peut facilement se deviner. À côté de l'attaque par-dessus les remparts, existait aussi une méthode silencieuse, traître, le minage ou sapement. Des groupes de sapeurs se creusaient comme des taupes sous les remparts, sous le commandement de l'ingénieur principal, dans une galerie secrète étayée de poutres. Quand ils arrivaient sous les fondations du mur, ils y plaçaient du matériel inflammable, par exemple du bois sec imprégné de pois et d'huile, parfois même de la graisse de porc pour une chaleur supplémentaire, et l'allumaient. Puis ils fuyaient rapidement hors du tunnel. La chaleur devait brûler les poutres de soutien en bois et causer l'effondrement du mur miné sous son propre poids. Cette technique pouvait décider du siège. C'est ainsi que tomba célèbrement le château de Rochester en 1215, quand les mineurs du roi enflammèrent les tunnels sous la tour et celle-ci s'effondra. Pour les sapeurs, cependant, c'était un sort terrible. Ils rampaient dans d'étroites galeries sombres seulement à la lumière des torches, respiraient la poussière et la fumée. Il arrivait souvent que les défenseurs découvrent leur tunnel et commencent à creuser un contre-tunnel. Les deux groupes pouvaient alors se rencontrer sous terre, et cela aboutissait à une échauffourée dans l'obscurité complète de couloirs étroits, où on se battait au couteau et à la main. Encore pire était quand les défenseurs allumaient par exemple de la paille humide pour empoisonner les tunnels de fumée, ou les inondaient intentionnellement d'eau. Les sapeurs pouvaient ainsi s'étouffer, ou se noyer dans l'horreur sous terre, loin de la lumière naturelle. Et même si l'ennemi ne les découvrait pas, une petite erreur de calcul suffisait, et le couloir s'effondrait de lui-même. Essayez d'imaginer un jeune sapeur en action, boueux de terre,
allongé sur le ventre dans une galerie souterraine si basse qu'il doit ramper. La lumière de sa lanterne danse sur les murs humides du tunnel, et il entend au-dessus de lui un grondement. Les défenseurs en haut creusent peut-être un contre-fossé. Soudain commence à craquer l'étayage de bois. Éboulement! La terre qui s'effondre emprisonne le sapeur dans un trou étroit, l'obscurité l'engloutit, et il ne sortira jamais. De telles fins eurent plus d'une tentative courageuse de minage. Assiégeants et défenseurs ne rechignaient pas non plus à la guerre psychologique. Les attaquants, par exemple, catapultaient par-dessus les remparts des têtes coupées de morts ou de prisonniers et des corps d'animaux morts pour effrayer les défenseurs et empester la ville de puanteurs et de maladies. Lors du siège de Rouen en 1418, le roi anglais Henri V fit paraît-il jeter des charognes dans les puits pour empoisonner l'eau et forcer la ville à capituler. Les défenseurs rendirent la pareille. Par exemple, ils menaçaient de pendre sur les remparts les messagers ennemis capturés, ou torturaient les sapeurs, pris de manière à ce que leurs cris soient entendus par les attaquants dehors. La guerre médiévale ne connaissait ni pitié ni règle, et c'était précisément les soldats ordinaires qui étaient l'instrument et les victimes de ces horreurs. Quand malgré tous les obstacles on parvenait à prendre les remparts, attendaient souvent encore les attaquants un combat sanglant dans la ville et des massacres de civils. Pour les sapeurs, ou la première vague d'attaquants cependant, la bataille se terminait souvent avant qu'ils ne voient le résultat. Ils appartenaient au plus haut déchet des pertes de guerre. Sur le champ de bataille de siège, apparut à la fin du Moyen Âge encore une nouveauté, les canons et la poudre à canon. Ceux-ci facilitèrent certes la démolition des remparts, mais pour les servants des canons représentaient de nouveaux dangers mortels. Dans le chapitre suivant, nous nous concentrerons donc sur les artilleurs et tireurs d'armes à feu, sur les premiers pistoliers du Moyen Âge, qui devaient faire face tant aux tirs ennemis qu'à la menace d'explosion de leurs propres armes dans leurs mains. Vers le milieu du XIVe siècle commencent à apparaître sur les champs de bataille européens de nouvelles armes qui changeront à jamais l'art de la guerre, les armes à feu utilisant la poudre à canon. Les premiers canons primitifs et armes à feu portatives, arc-but, canon à main, étaient des morceaux de fer maladroits et lourds que les servants allumaient avec une mèche. Déjà à la fin de la guerre de 100 ans, 1337-1453, les canons jouaient un rôle important dans la prise des châteaux et remparts, et aussi dans les batailles en rase campagne comme à Crécy en 1346. Les Anglais utilisèrent plusieurs canons primitifs. Pour ceux qui maniaient ces engins, c'était cependant un travail plein de risques et d'horreurs. L'artilleur primitif n'avait pas du tout la même assurance que le soldat d'aujourd'hui derrière un canon. Déjà la préparation du tir était dangereuse. La poudre à canon se fabriquait de manière non uniforme et sa qualité variait. Parfois elle prenait lentement, d'autres fois pratiquement explosait d'un coup. Les servants devaient estimer la bonne quantité de poudre. Trop peu, et le projectile ne sortait pas. Trop, et le canon pouvait se rompre. Les tubes de fonte ou de bronze avaient au début beaucoup de défauts de fabrication. Les histoires d'artilleurs du XVe siècle sont pleines de tragédies, où leurs propres canons explosaient au tir et déchiquetaient ses servants. Par exemple, en 1460, lors du siège du château de Roxburgh en Écosse, éclata l'énorme bombarde appelée The Lion et blessa mortellement le roi écossais Jacques II, qui était proche, et ses canonniers s'en tirèrent encore plus mal. Un tel danger guettait chaque membre de l'équipe d'artillerie. Les servants des canons devaient de plus travailler rapidement sous le feu, tandis que les archers ou arbalétriers pouvaient couvrir leur corps d'un bouclier. Les artilleurs étaient pratiquement découverts lors du chargement de leurs lourds instruments. Ils se concentraient sur le dosage de la poudre, le bourrage de la bourre, l'insertion du boulet de pierre ou de fer et l'allumage du tir avec la mèche. Et là-dessus volaient de flèches, pierres de fronde ou projectiles des canons ennemis. Chaque tir s'accompagnait d'un fracas assourdissant et d'un nuage de fumée qui piquait les yeux et étouffait. Si par inadvertance restait dans le tube après le tir un charbon ardent,
Ils pouvaient allumer la charge suivante de poudre au moment où les servants justement chargèrent le canon, et l'explosion les déchirait. C'est pourquoi les artilleurs avaient parmi leurs outils aussi de longues tiges avec une éponge humide pour nettoyer le tube, mais dans le stress du combat, cela ne pouvait pas toujours se faire soigneusement. La conséquence était des mains arrachées, des visages et yeux brûlés, ou carrément la mort. Les premiers tireurs d'armes à feu portatives et canons à main, sorte de précurseurs des fusils, n'avaient pas non plus la vie plus facile. Ces armes échouaient souvent, soit elles ne s'allumaient pas du tout, soit au contraire, la poudre explosait prématurément et brisait le canon. Le tireur risquait ainsi de perdre ses doigts ou son visage. Si l'arme fonctionnait, elle avait un recul terrible. Plus d'un témoignage décrit des tireurs avec l'épaule disloquée ou des contusions à la poitrine après le tir. De plus, le rechargement prenait longtemps, et avant que le tireur ne prépare le second coup, il pouvait être depuis longtemps dans le viseur d'un archer. Il n'est pas étonnant qu'au début on regardait les tireurs d'armes à feu avec méfiance. D'une part, c'étaient souvent des étrangers engagés comme spécialistes, par exemple des Tchèques et Allemands au service de la France dans la guerre de 100 ans. D'autre part, beaucoup de chevaliers considéraient ces armes enfumées comme une invention diabolique. D'ailleurs, il existe des mentions que quand quelque artilleur tombait en captivité, il n'attendait pas de miséricorde. Les ennemis l'exécutaient généralement pour avoir causé de si affreux dégâts contre l'esprit chevaleresque du combat. Les artilleurs étaient des spécialistes relativement bien payés. Leur travail dangereux inspirait respect et crainte. Beaucoup portaient d'épais pourpoints de cuir et des casques métalliques, pour se protéger au moins partiellement des éclats et de l'explosion. Même cela n'aidait souvent pas. Les armes à feu intéressaient aussi intensément les Hussites en Bohême. Ils furent parmi les premiers à les déployer massivement sur les champs de bataille européens. Leurs célèbres fortifications de chariots étaient armées d'obusiers et de tarasques, type de canon, et ils savaient parfaitement les manier. Mais les chroniques hussites mentionnent aussi des tragédies, où lors de la défense de la fortification de Chariot éclata un canon à main, mal coulé, et l'explosion tua non seulement le tireur, mais aussi les hommes debout autour. Un tel accident malheureux pouvait en quelques secondes renverser le cours d'une escarmouche. Beaucoup d'artilleurs et tireurs acquirent progressivement de l'expérience et améliorèrent la construction des armes, mais même ainsi, leur travail resta imprévisible. Chaque tir pouvait être le dernier. Beaucoup avec le temps devinrent sourds, ou perdirent définitivement la vue. Ils subissaient aussi un stress extrême, les coups constants, la fumée et la tension. Pourtant c'est précisément à eux que les armées de la fin du Moyen Âge durent beaucoup de victoires. Les armes à feu créèrent aussi de nouveaux types de blessures. Elles posèrent donc aux chirurgiens de campagne des défis qu'ils n'avaient jamais rencontrés. Les projectiles de canon pouvaient arracher des membres, les projectiles de canon à main brisaient les os et menaçaient d'infections graves. Maintenant, nous allons regarder dans l'infirmerie provisoire derrière le champ de bataille et voir comment les chirurgiens médiévaux parvenaient à s'en sortir avec cette moisson sanglante et quelles horreurs ils subissaient ce faisant. La médecine médiévale en était à ses balbutiements, et sur le champ de bataille particulièrement. Pourtant les commandants réalisèrent vite que sauver les combattants blessés était rentable. Ils pouvaient combattre à nouveau. Déjà au XIIe siècle donc, les chirurgiens accompagnèrent les armées. Ce n'étaient cependant généralement pas des médecins formés à l'université, parce que ceux-ci évitèrent la chirurgie pratique. L'Église depuis 1215, quatrième concile de Latran, interdisait aux prêtres et moines de pratiquer des interventions liées à l'effusion de sang. Alors retentit le célèbre « L'Église a horreur du sang ». La plupart des médecins formés de l'époque étaient en effet des ecclésiastiques, et ils préférèrent donc laisser la découpe du vif à d'autres. Ces autres étaient les barbiers baigneurs ou rebouteux et barbiers, artisans qui vivaient à l'origine de bains, coiffures et petits soins. C'étaient justement les barbiers baigneurs qui formaient le noyau des chirurgiens de campagne. Avant la bataille attendaient l'anchois les équipes de chirurgiens à l'arrière de l'armée. Dès que le combat s'apaisait ou se déplaçait plus loin, ces braves partaient avec leurs aides sur le champ sanglant. S'offrait à eux
un spectacle bouleversant. La terre parsemée de morts et de blessés, gémissant avec d'affreuses blessures d'épée, haches, flèches et masses d'armes. Sur les champs de bataille médiévaux n'existaient pas encore d'hôpitaux de campagne organisés, mais les commandants réalisaient combien il était important d'avoir sous la main quelqu'un qui savait soigner les blessures. Déjà au XIIe-XIIIe siècle accompagnaient les armées des chirurgiens. Souvent, c'étaient justement des barbiers-baigneurs urbains, engagés pour solde, pour marcher avec l'armée. Avant la bataille, ils attendaient à l'arrière. Dès que le combat s'apaisait, ils partaient avec leurs aides sur le champ sanglant, fournir une aide à ceux qui avaient survécu. Beaucoup de soldats seraient morts d'hémorragie, de blessures autrement banales, si le barbier-baigneur ne leur avait pas serré la blessure avec le genou, bouché l'artère qui saignait avec le doigt, ou rapidement appliqué un bandage compressif. Sur le champ de bataille, on improvisait souvent. On déchirait des morceaux de tissu pour bandage, on utilisait n'importe quel couteau aiguisé sous la main. Les barbiers-baigneurs y risquaient leur propre vie. Dans l'ardeur du combat, il pouvait leur arriver que l'ennemi ne les épargne pas et tue les chirurgiens avec les blessés. Mais dans beaucoup de cas, ils étaient respectés. Après la bataille, souvent les deux parties toléraient les chirurgiens qui ramassaient les hommes ensanglantés et tentèrent de les sauver. Au XIVe siècle survint un tournant sous la forme de la guerre de Cent Ans et de l'avènement des armes à feu. Jusque-là, les blessures étaient causées principalement par des armes blanches, blessures tranchantes et perforantes d'épées, javelots, flèches pénétrantes ou d'arbalètes. Tout cela, les barbiers-baigneurs le connaissaient tant bien que mal. Mais alors apparurent, sur les champs de bataille européens, les premières armes à feu et canons. En 1346, dans la bataille de Crécy déjà, les archers et artilleurs anglais infligeaient aux Français des pertes non seulement par flèches, mais aussi par boulets de canon. Les blessures par balle étaient pour les chirurgiens une nouveauté. Souvent le trou de la balle n'était pas grand, mais à l'intérieur du corps, la balle laissait un ravage affreux. Os brisés, tissus écrasés, et surtout infections graves. Les autorités médicales de l'époque affirmaient que les blessures par balle étaient empoisonnées. Ils pensaient que la poudre à canon empoisonnait la blessure. C'est pourquoi ils recommandaient de cautériser la blessure, la verser d'huile bouillante ou la cautériser avec un fer rougi pour neutraliser le poison. Nous pouvons imaginer cette horreur sur le champ de bataille. Un soldat, avec une balle dans le bras, crie de douleur, et le barbier-baigneur lui verse de l'huile bouillante dans la blessure. Le résultat ? La blessure s'agrandit encore et se brûle, la douleur devient insupportable, et si le patient survit, l'attend un long martyre avec une blessure enflammée. C'était pourtant la pratique courante de la fin du Moyen Âge et du début de la Renaissance. La campagne militaire signifiait ainsi, pour le barbier-baigneur, des expériences encore plus drastiques que le travail en ville. Il voyait des membres déchirés par un boulet de canon, qu'on ne pouvait plus sauver autrement que par une amputation rapide. Il voyait des visages balafrés par les éclats, des blessures pénétrantes mortelles de la poitrine ou du ventre, avec lesquelles il ne pouvait rien faire. On n'opérait pas alors dans les cavités corporelles. Les blessures internes étaient une mort quasi certaine. Au maximum, il donnait au mourant un peu de vin et priait pour lui. Pourtant, grâce à ces expériences de campagne, commençaient aussi à naître de nouvelles connaissances. Les chirurgiens, issus des barbiers-baigneurs, découvraient quelle méthode fonctionnait mieux. Ainsi, par exemple, il s'avéra qu'une blessure d'épée, il valait mieux la laisser un peu saigner puis la coudre, que de la cautériser immédiatement. À certains soldats, les blessures ainsi cousues guérissaient plus vite. Ces expériences, les chirurgiens se les transmettaient et rédigèrent progressivement les premiers manuels de chirurgie en langue vernaculaire, non en latin. À mentionner le cas célèbre où au prince anglais Henri, futur roi Henri V, après la bataille de Shrewsbury, 1403, le chirurgien John Bradmore retira une flèche profondément enfoncée dans le visage à l'aide d'un instrument spécialement construit, et le jeune noble survécut étonnamment. C'étaient cependant plutôt des exceptions. La plupart des gravement blessés n'eurent pas une telle chance. Sur le champ de bataille,
Les meilleurs barbiers et baigneurs gagnèrent le respect des soldats. On rapportait que quand une armée avait un bon chirurgien, beaucoup plus d'hommes survivaient et revenaient du combat. Le célèbre chef de guerre français du XIVe siècle, Bertrand du Guesclin, choisissait, paraît-il, toujours soigneusement des chirurgiens capables, qui sauvèrent plus d'une vie à ses chevaliers. Les soldats connaissaient souvent leur barbier-baigneur par son nom et le considéraient comme aussi important que l'armurier ou l'aumônier du régiment. On disait même qu'un bon chirurgien avait sur le champ de bataille la valeur de 1000 épées, parce qu'un soldat blessé et guéri pouvait retourner au combat. Il n'en restait pas moins que la profession de rebouteux de campagne était l'une des plus répugnantes et dangereuses. Outre qu'ils travaillaient constamment avec des blessures ouvertes et risquaient de se contaminer eux-mêmes, par exemple lors d'épidémies de peste ou de dysenterie dans les camps. Parfois, ils se trouvaient aussi dans la mêlée du combat. Il n'était pas exceptionnel qu'ils courent sur le champ de bataille, déjà pendant le combat, et traînent les blessés vers une protection partielle à l'arrière. Ils risquaient d'être touchés par une flèche perdue, ou qu'aucune partie ne les reconnaisse, et les poignardent comme ennemis. Généralement, cependant, après la bataille, les deux parties toléraient les chirurgiens. Règle non écrite d'humanité, semblable à la Croix-Rouge d'aujourd'hui, qui naissait déjà alors. Il arrivait même que les chirurgiens soignent les prisonniers blessés ou les ennemis, s'ils en avaient la capacité. Bien sûr, parfois les vainqueurs préféraient achever les combattants ennemis gravement blessés sur place pour ne pas avoir à s'embarrasser d'eux. Mais pour cela étaient généralement désignés d'autres soldats, pas les barbiers baigneurs. Et cela nous amène au dernier chapitre, et peut-être le plus sombre de notre récit, le nettoyage du champ de bataille après la bataille. Quand se turent les cris des guerriers, et que le vent dispersa les derniers restes de fumée, restaient sur les champs et prairies des dégâts. Corps morts d'hommes et de chevaux, blessés au bord de la mort, équipements et matériel éparpillés. Maintenant, entraient en scène ceux qui devaient d'y nettoyer ces dégâts, fossoyeurs, équipes funéraires, et aussi brigands anonymes qui pillèrent les morts. Cela aussi était un travail que quelqu'un devait faire, et souvent il appartenait au pire de tous. Quand la bataille se terminait, commençait souvent le pillage. Les vainqueurs avaient dans la bataille le droit de dépouiller les ennemis morts de tout ce qui était précieux, armes, armures, vêtements, bijoux. Et si quelques blessés respiraient encore et n'étaient pas complètement morts, souvent les brigands l'achevaient par précaution, pour qu'ils ne résistent pas au pillage. Nous avons déjà mentionné que les soldats ordinaires n'avaient pas droit à la miséricorde. Après la bataille d'Azincourt, les archers anglais sur ordre massacrèrent, paraît-il, des douzaines de chevaliers français prisonniers, parce qu'il y avait risque que leur nombre menace la victoire anglaise. Pour les soldats ordinaires, il n'était rien de facile d'achever de sang-froid des adversaires sans défense, même si après des années de guerre beaucoup s'émoussaient. Mais la peur de leur propre danger et la soif de butin l'emportaient souvent. Dès que les soldats avaient couillé le champ de bataille, se jetaient aussi sur lui des civils, les soi-disant vivandiers, qui étaient les épouses de soldats et accompagnateurs du camp, et aussi des paysans locaux. Pour eux, les corps morts étaient une source de valeur et de matériel. Ils coupèrent les boucles, vidèrent les sacs d'argent, déchaussèrent les bottes. C'était un travail dégoûtant. Mais dans les temps durs, rien ne devait être gaspillé. Selon les légendes, certains villageois pauvres prenaient même après de grandes batailles de la chair humaine pour nourrir les familles. Ce seront plutôt des histoires exagérées, bien que le désespoir des gens ne connaisse pas de limite. Après avoir dépouillé les morts, survenait la tâche la plus nécessaire, enterrer les morts. Au Moyen-Âge, on croyait que le corps devait reposer en terre consacrée, sinon l'âme ne trouvait pas le repos. Bien sûr, des milliers de morts sur le champ de bataille ne pouvaient pas d'un coup être emportés dans les églises. La solution était les fosses communes, directement sur le champ. Ceux qui avaient des pelles et qui leur restait des forces, commencèrent-on à creuser. Parfois, c'étaient des ennemis prisonniers, contraints par le vainqueur. D'autres fois, des sujets locaux, sous menace de châtiment.
et souvent aussi des moines ou prêtres avec leurs paroissiens, qui voulaient assurer aux morts un rite funéraire de base. Surtout de ses propres morts, le vainqueur tentait de s'occuper. Célèbre est par exemple l'événement après la bataille de Tannenberg, 1410, où les chevaliers de l'ordre ramassèrent leurs morts et les emportaient dans les sépultures, tandis qu'ils laissaient dans la terre les corps des simples mercenaires. A l'inverse, les ennemis prisonniers finissaient souvent très mal. Les vainqueurs les massacraient par vengeance ou les vendaient en esclavage. Les chroniques médiévales décrivent plus d'une exécution de masse de prisonniers. Après la prise de la ville française de Caen en 1346, le roi anglais, Édouard le III, fit par exemple impitoyablement massacrer plusieurs milliers de soldats et même de civils qui s'étaient rendus à lui pour terroriser le reste de la France. Être celui qui exécutait un tel ordre, bourreau de campagne ou simple soldat, signifiait alors se tacher les mains de sang, d'une manière qui ne faisait pas de bien même aux vainqueurs. Les fossoyeurs sur le champ de bataille faisaient face à une puanteur et une horreur inimaginables. Les cadavres par temps chaud commençaient à pourrir déjà au bout de quelques heures. Les gens médiévaux connaissèrent bien cette odeur des abattages domestiques de bétail. Mais les corps humains et de plus en tel nombre étaient quand même une autre catégorie. En plus des nuées de mouches qui pondèrent des œufs dans les blessures, il ne restait aux fossoyeurs qu'à s'entourer la bouche d'un chiffon trempé dans du vinaigre où des herbes étaient travaillées. Certains morts, ils devaient les traîner par les pieds. D'autres, ils les chargeaient sur une charrette à 2 roues. Souvent, on tenait compte du rang des personnes. Les chevaliers recevaient leur propre tombe, ou au moins étaient entassés séparément, tandis que les simples soldats finissaient dans des fosses communes. Par exemple, après la bataille de Visby en 1361, se trouvèrent des fosses de masse, où furent enterrés à la hâte jusqu'à 1800 paysans morts, et cela si précipitamment que beaucoup avaient encore sur eux des parties d'armure. Personne ne s'attarda à les déshabiller. On les traîna simplement dans les fosses. On les saupoudra de chaux, s'il y en avait, et on les recouvrit de terre. Les archéologues au XXe siècle découvrirent avec étonnement ces tombes encore avec des squelettes, toujours dans des cagoules de mailles et avec des épées aux côtés, ce qui témoigne de la cruelle rapidité avec laquelle ils furent enterrés. Parfois cependant l'enterrement était négligé, surtout si les vainqueurs se dépêchèrent de partir ou s'il s'agissait d'un raid en territoire ennemi. Alors les corps restaient sur le champ au sort. Les cimes des arbres alentours se remplissaient de corbeaux et corneilles, qui festoyaient sur les charognes. Les loups ou chiens sauvages déchiraient les morts en morceaux. Les voyageurs encore des semaines et mois après trouvaient des membres éparpillés et des crânes dans les buissons. Ce n'était pas une vue exceptionnelle. À l'époque des guerres, chaque grand champ de bataille devenait temporairement un cimetière naturel. Si plus tard revenait la paix, parfois la communauté locale ramassait les os et les déposait dans un ossuaire. C'est ainsi que naquit par exemple le célèbre ossuaire de Sedlec après les guerres hussites. Parfois on pensait quand même au repos consacré des morts. Après la sanglante bataille de Towton, 1461, en Angleterre, où restèrent sur le champ plus de 20 000 morts, les vainqueurs enterrèrent certes les corps provisoirement dans de grandes fosses, mais environ 20 ans après certains restes furent déterrés et transférés dans des cimetières chrétiens. Même plus tard cependant, on trouvait en labourant des os humains, tant il y en avait enfermés dans cette terre. Dans le cas contraire, les os blanchissaient aux alentours, jusqu'à ce que l'herbe les cache. Se lève l'aube, après la bataille. Dans la brume grise ne résonne que le croassement des corneilles. Un petit groupe de villageois épuisés avec des pelles et leviers parcourt lentement le champ de bataille et ramasse les corps morts sur des charrettes de bois. Un vieux prêtre marche parmi eux, récite silencieusement une prière pour les défunts et asperge parfois les restes ensanglantés d'eau bénite. Sur les visages de ces gens se mêlent larmes et effroi. La compassion humaine marche là main dans la main, avec l'immense horreur du combat. Pour ceux qui faisaient immédiatement après la bataille le nettoyage, c'était une expérience traumatisante. Les rapports
parle de fossoyeurs qui tombaient souvent malades, soit de peste ou autre contagion des corps pourrissants, soit de maladie de l'âme, nous dirions stress post-traumatique. Les moines priaient pour le pardon des péchés de ces malheureux, parce qu'ils croyaient qu'une mort si terrible méritait au moins un réconfort spirituel. Les champs de bataille médiévaux furent témoins d'immenses souffrances et de courage humain. Dans le monde d'aujourd'hui, nous idéalisons souvent la guerre à travers les histoires chevaleresques et les films. Mais la réalité était beaucoup plus dure. Les pires travaux sur le champ de bataille médiéval, que ce soit le fantassin affrontant la cavalerie, le page traînant son maître blessé en sécurité, le porte-étendard debout comme cible vivante, le sapeur désespéré minant les remparts, l'artilleur risquant l'explosion, le chirurgien entouré de gémissements de blessés ou le fossoyeur enterrant des tas de cadavres, nous rappellent quels énormes sacrifices apportaient les gens ordinaires dans l'ombre des grandes histoires. Les guerriers d'aujourd'hui ont la technique moderne, un système sanitaire et des conventions internationales qui les protègent. Par exemple, la Croix-Rouge assure que les soignants ne sont pas une cible d'attaque, et les conventions de Genève ordonnent un traitement respectueux des morts. Pourtant même le champ de bataille moderne a ses héros en arrière-plan. Soldats qui neutralisent mines et pièges, sapeurs des temps modernes, soignants qui sous le feu soignent les compagnons d'armes blessés, ou équipes qui après les combats déblaient les décombres et exhument les victimes, pour pouvoir les enterrer dignement. Les technologies ont changé, mais la guerre reste un lieu où le courage et la souffrance humains dépassent souvent nos représentations. Il est bon de se rappeler que les héros ne sont pas seulement les célèbres chefs de guerre, mais aussi ces individus inconnus qui portaient sur leurs épaules le poids de la guerre. La plupart de leurs noms n'entrèrent pas dans les chroniques, et pourtant c'était précisément eux qui décidèrent de l'endurance des armées. Les reconstitutions historiques et musées d'aujourd'hui tentent de rendre hommage aussi aux soldats médiévaux ordinaires, médecins de campagne et autres héros invisibles des batailles médiévales. Lors des actions commémoratives d'aujourd'hui, vous verrez ainsi par exemple des infirmeries de campagne stylisées ou de simples soldats au camp, pour qu'il soit clair que la guerre n'était pas seulement un duel de chevaliers d'élite, mais surtout la peine et la souffrance de ceux d'en bas. Et enfin, ces histoires horribles nous rappellent aussi la valeur de la paix à notre époque. La souffrance des gens ordinaires dans les guerres reste inchangée, et d'autant plus nous devrions apprécier de vivre généralement en paix et sécurité. L'histoire des pires travaux sur le champ de bataille est un memento d'avertissement de jusqu'où peuvent aller la cruauté et la bravoure humaine, et nous incite peut-être à ce que nous n'ayons plus jamais à subir de semblables démons. Que soit donc cette plongée dans le côté sombre du Moyen-Âge un rappel que même les grandes histoires furent toujours formées principalement par les destins de ces petites gens, et nous ne devrions pas oublier leurs souffrances. Merci d'avoir regardé et à bientôt. Si ce regard sur l'histoire vous a intéressé, je serai content si vous soutenez la vidéo d'un like ou si vous la partagez. Je prépare déjà maintenant pour vous une autre histoire de l'histoire, alors gardez l'œil ouvert. Merci d'avoir regardé et à bientôt.